nouvelle vidéo qui va être consacrée à étudier un diagramme très intéressant en thermodynamique, surtout dans l'étude des machines thermiques, par exemple les machines frigo, les climatiseurs. Eh bien, le diagramme, ça représente le diagramme de fluide utilisé dans les machines thermiques. Par exemple, ici, le fluide, le R134A. Eh bien, là, devant vous, vous avez un réseau de courbes qui représente ce qu'on appelle le diagramme de Molière, ou bien le diagramme du frigoriste, ou bien tout simplement le diagramme enthalpique. Alors, c'est quoi? Ici, en ordonnée, vous avez la pression du fluide en barre, sur l'axe des ordonnées. Sur les axes des abscisses, vous avez l'enthalpie massique, donc en kilojoules par kilogramme. Et bien là, vous avez un réseau de courbes. On va voir en détail ce que c'est et comment les exploiter. Bien. Alors ici, tout d'abord, on peut remarquer qu'il y a trois zones différentes. Eh bien, une zone à gauche ici. Dans cette zone, eh bien, évidemment, le fluide est un liquide. Donc, suivant la pression, suivant l'enthalpie, la température, etc., eh bien, l'état du système est tel qu'il est à l'état liquide. Par contre, ici, à droite de cette zone-là, un peu particulière, eh bien, vous avez l'état vapeur. C'est la vapeur surchauffée. Hein. Là, c'est le liquide sous-refroidi. Maintenant, vous avez ce domaine-là qui est délimité par cette courbe-là, ça s'appelle la courbe de saturation, qui est formée de deux parties. La courbe-là, un peu plus foncée, c'est la courbe d'ébullition. Et la courbe ici, c'est la courbe de Rosé. Bon, le point de rencontre de ces deux courbes, eh bien, ça s'appelle le point critique. Très bien. Alors, à l'intérieur de ce domaine-là, eh bien, vous avez l'équilibre liquide-vapeur. Autrement dit, vous avez le fluide qui coexiste sous forme liquide et vapeur, en état d'équilibre. Très bien. Alors, ici, on voit les courbes, évidemment, colorées pour les distinguer. Bon, les courbes rouges, eh bien, ça représente ce qu'on appelle les isothermes. Alors, isothermes, ça veut dire température constante. Donc, si vous comprimez, par exemple, une vapeur à température constante, eh bien, on peut voir variation, on peut observer la variation de son enthalpie, fonction de la variation de sa pression, ou bien pression en fonction de l'enthalpie, eh bien, qui suit l'évolution suivante, la courbe rouge. Eh bien, la courbe rouge, ça représente une isotherme. Par exemple, ici, c'est l'isotherme 40 degrés. Donc, on peut voir ici les différents isothermes. Si par exemple 60, 80, 100, etc. Eh bien, vous voyez très bien que cet isotherme est formé de trois parties particulières. Alors, voyons ici, dans le domaine liquide, vous avez une courbe pratiquement verticale. Eh bien, ça veut dire tout simplement que l'enthalpie d'un fluide, d'un liquide, dépend très très peu de sa pression, donc il ne dépend que de la température. Ici, dans le domaine liquide-vapeur, vous avez un palier, donc ça veut dire que à température constante, la pression est constante, ce qui est normal. Le système liquide-vapeur étant un système monovariant, donc à T fixe, eh bien, la pression de changement d'état est fixe. Par exemple, ici, la pression c'est vers 10 bars. Très bien. Alors, dans cette partie-là, eh bien, on peut observer qu'il y a une variation, effectivement, de l'enthalpie en fonction de la pression, ici. Néanmoins, eh bien, dans cette zone-là, ici, aux faibles pressions, on peut remarquer que la verticalité des isothermes, autrement dit, eh bien, ici, l'enthalpie ne dépend pas de la pression, ce qui est normal, parce qu'aux faibles pressions, le gaz se comporte
comme un gaz parfait. Bon, la vapeur se comporte comme un gaz parfait. Et par suite, il y a, comme vous le savez, la deuxième loi de Joule dit que bon, l'enthalpie ne dépend que de la température. Très bien. Alors, ce point, ça représente quoi? Eh bien, ce point-là, c'est le début de changement d'état. Autrement dit, c'est l'apparition de la première goutte de liquide. Ici, on l'appelle la vapeur saturante. Et voilà, donc après, au-delà de ce point-là, vous avez un changement d'état jusqu'à la deuxième extrémité qui représente maintenant le liquide saturant. Bon, ça veut dire tout simplement que ici, la fraction massique du liquide, c'est égal à 1. Ici, la fraction massique de la phase vapeur est égale à 1. Très bien. Alors, passons maintenant au deuxième réseau de courbes. Eh bien, sont les courbes qui représentent les entropies ou bien les courbes isotropiques. Donc, si le fluide subit une transformation isotropique, eh bien, l'enthalpie ou bien sa pression varie, son enthalpie massique varie aussi selon, évidemment, les courbes bleues ici. Hein, vous voyez, on peut représenter un modèle. Voilà, un exemple. Voilà donc un exemple. Bon, par exemple, ici, bien, c'est une transformation isotropique, autrement dit adiabatique réversible. Eh bien, la valeur de SIC, c'est 2 kJ Kelvin-1, kg-1. Donc, on peut remarquer, bon, les valeurs de S, isotropie massique. Très bien. On a un troisième réseau de courbes, eh bien, ce sont les courbes isochores. C'est-à-dire l'évolution à volume constant sont les courbes vertes, hein, que vous voyez ici. Donc, on peut représenter un exemple, par exemple là. Donc, ici, le volume bon, est pratiquement fixe et évidemment, la pression et l'enthalpie du fluide varient selon la fonction suivante. Eh bien, ici, par exemple, eh bien, on peut lire la valeur. On ne voit pas sur le schéma ici. On peut lire la valeur 2 kg par mètre cube, donc volume massique. On a un quatrième réseau de courbes, sont les courbes isotitres. Eh bien, ce sont les courbes que vous voyez là, ici. On prend un exemple. Par exemple, cette courbe-là, qui correspond à x égale à 0,2. Eh bien, ça veut dire quoi x égale à 0,2? Ça veut dire tout simplement que dans cette zone-là, vous avez un liquide-vapeur, donc vous avez un mélange liquide-vapeur, donc avec un certain pourcentage de la vapeur, un certain pourcentage de liquide. Alors ici, par exemple, si vous suivez cette courbe-là, eh bien, le pourcentage de la vapeur, c'est 20% en masse, et celui, évidemment, du liquide est 80%. Très bien, là on peut remarquer évidemment cette courbe-là, c'est une isotitre particulière, eh bien x égale à 0, autrement dit, ici vous avez le liquide à 100%, donc x égale à 1, ce qui est normal parce que nous sommes sur la courbe d'ébullition ou bien le liquide saturant. Là aussi, évidemment, vous avez le deuxième, la courbe de Rosé, qui représente une isotitre x égale à 1, ça veut dire tout simplement que la vapeur est représentée à 100%. Très bien. Alors, maintenant, eh bien, voyons un peu de près ce diagramme-là. Par exemple, eh bien, je prends une partie. Eh bien, considérons par exemple ce point-là, un point du diagramme. Eh bien, ce point-là, eh bien, le point figuratif, ça me permet de connaître et lire les valeurs de la température du fluide, ce qui est vapeur évidemment, l'entropie massique, le volume massique. Par exemple ici, la température, eh bien, on peut voir très bien, ça correspond, voilà, 70, ça correspond à 80 degrés. L'entropie, bon, on peut lire la valeur, eh bien, ça correspond à 1,86 kJ Kelvin-1 par kilogramme. Par contre, le volume massique, eh bien, la courbe verte, donc c'est pratiquement 30 mètres cubes par kilogramme. On peut aussi lire la valeur de H, l'enthalpie massique, il suffit de projeter sur l'axe des abscisses.
bien là, c'est vers 400, 450, vers 470, etc. On peut aussi lire la valeur de la pression sur l'axe des ordonnées. Très bien, voyons maintenant dans l'espace liquide-vapeur, prenons par exemple ce point-là, évidemment j'ai un mélange liquide-vapeur. Donc la température de mon système, c'est bien indiqué, c'est 10 degrés. Hein. La pression, si je projette, c'est vers 4 bars. L'enthalpie massique de mon système, c'est vers 290 kJ par kilogramme. Eh bien, le pourcentage, bon là je lis la valeur de x égale à 0,4, les autres titres qui passent par ce point. Ça veut dire tout simplement que dans ce point-là, la vapeur est représentée à 80 à 40% en masse. Par contre, le liquide est présent à 60% en masse. Bien. Voyons maintenant donc une application de ce diagramme. Par exemple, l'utilisation du diagramme des frigoristes, ou bien le diagramme enthalpique, pour l'étude d'un climatiseur. Par exemple, ici, la climatisation d'une voiture, un climatiseur installé dans un véhicule. Eh bien, comme n'importe quel climatiseur, donc une machine thermique, comporte 4 éléments. Vous avez un détendeur, un évaporateur, un compresseur et un condenseur. Donc, c'est le schéma global. Il faut remarquer que généralement, vous avez 2 pressions qui interviennent. Ici, à gauche, vous avez une haute pression. Donc, à gauche, c'est une isobare, c'est la pression constante. Par contre, à droite, vous avez une faible pression, basse pression. Bon, ce qui est normal, là, vous remarquez, vous avez un compresseur. Donc la pression ici est plus faible que la pression là. Donc ici, partout, j'ai une pression, c'est la plus petite. Donc, là, c'est une évolution isobare ici. Ici, c'est une évolution également isobare. Très bien. Alors, je vous rappelle tout d'abord, eh bien, si je prends l'un des éléments suivants, eh bien, il y a le fluide qui arrive à l'entrée avec un certain débit massique. Il sort donc à droite en sortie avec le même débit massique, l'écoulement étant évidemment stationnaire. Eh bien, le fluide en traversant l'élément, il reçoit une puissance mécanique et une puissance thermique, donc PM et PT. Du coup, son enthalpie massique va passer à l'entrée de HE, à la sortie à HS. Donc on peut, utilisant le bilan énergétique en mécanique des fluides, donc on déduit l'expression suivante. Évidemment ici, on a négligé carrément l'évolution, l'énergie cinétique, la variation de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle pour évidemment avoir un bilan restreint à la relation suivante. Et bien voilà, le débit massique fois la variation de l'enthalpie massique, c'est exactement égal à la puissance mécanique, la puissance thermique reçue par le fluide pendant sa transition. Bien, alors commençons par le premier élément, ici l'évaporateur. Eh bien, le fluide passe de l'état 4 à l'état 1. Eh bien, à l'état 1, nous avons une vapeur dans les conditions suivantes. 5 degrés C, 3 bar, c'est la faible pression. Eh bien, dans l'évaporateur, évidemment, le fluide reçoit une puissance thermique PE. Donc, il n'y a pas ici de puissance mécanique, évidemment. Alors, première question. Donc là, on va commencer à utiliser le diagramme enthalpique. Pour une question classique, eh bien, placez le point 1 sur le diagramme. Eh bien, voilà, donc on a notre diagramme. On part de P1 égale à 3 bar, c'est par ici. T égale à 5 degrés C, là, c'est 0 degré. Là, c'est 10 degrés, ici, 10 degrés, 20, 10. Donc, je suis quelque part dans cette zone. Donc, je représente l'horizontale 3 bars, ici. Eh bien, je m'arrête quelque part ici, entre 0 et 10, qui correspond à 5 degrés. Et voilà notre point, le point 1. Très bien. Alors, déduire l'enthalpie massique H1 de la vapeur. Il suffit de faire une projection sur l'axe des enthalpies. Eh bien, voilà.
la valeur de H, c'est pratiquement 405 kJ par kilogramme. Déduire aussi l'entropie massique de la vapeur. Eh bien, le point A, elle est sur la courbe entropique suivante, isentropique suivante. Bon, pour voir, eh bien, je prends notre schéma, ici, voilà. On représente notre point, elle est là. Donc, l'entropie est la suivante. Bon, les eaux anthropiques, celle-ci, bien, voilà. Donc, l'entropie massique, voilà, c'est 1,74 kJ par Kelvin par kilogramme. Bien, alors maintenant on passe au deuxième élément, le compresseur qui aspire la vapeur, évidemment il la comprime de 3 bars à 18 bars, la haute pression. Alors tout d'abord ici on demande de placer le point 2, la sortie du compresseur, et de relever la température T2 et l'enthalpie massique H2. Allons-y. Représentons le diagramme. Eh bien, voilà, donc 18 bars, c'est pratiquement ici. Voilà, je représente l'horizontale. Je m'arrête où? Eh bien, ici, l'isentropique, 1,74, parce que n'oubliez pas que la transformation 1,2 dans le compresseur est isentropique, adiabatique réversible. Donc, le point 2, ça va être ici. Et voilà. Donc, de 1 à 2 dans le compresseur, voilà donc la transformation isentropique. Voilà, ici on peut lire la valeur de la température, c'est pratiquement, voilà, je suis sur l'isotherme 70, donc 70 degrés. Là, on peut lire la valeur de l'enthalpie massique, bon, c'est vers 440 kJ par kilogramme. Très bien. Alors, on demande ici de déterminer la puissance mécanique mise en jeu dans le compresseur, donc reçue par le fluide, donc c'est un compresseur, sachant que le débit massique est de 0,1 kg par seconde. Alors, écrivons le bilan enthalpique. Ici, évidemment, la compression est adiabatique réversible, donc on peut écarter le terme thermique, et du coup, nous aurons donc Pm qui est égal dm, la variation de l'enthalpie. On avait calculé, donc on va déterminer les valeurs de H1 et H2, l'entrée et la sortie du compresseur. Du coup, vous avez Pm facilement 3,5 watts par kilogramme. Très bien. Le fluide qui sort du compresseur entre dans le condenseur, donc le troisième élément, et sera refroidi d'une façon isobare jusqu'à T3 égale à 60 degrés. Voilà, donc le troisième élément, donc ici la pression, haute pression, donc 18 bars. Alors très bien, représenter le poids, donc une autre fois, eh bien, le diagramme, et voilà, donc le point 2, eh bien, à partir de 2, dans le condenseur, le processus, la transformation est isobare, voilà, jusqu'à quoi? Jusqu'à 60 degrés, donc voilà, je reconnais là l'isotherme 60 degrés, donc je m'arrête là. Voilà le point 3. Alors, pour relever l'enthalpie, évidemment, donc c'est projection sur l'axe des enthalpies. Donc ici, H3, c'est vers, voilà, un peu moins de 285. Bien, alors maintenant, le fluide qui sort du condenseur, eh bien, voilà, donc rencontre le dernier élément, le détendeur, et suivi une détente adiabatique. Bien, voilà, donc il entre donc l'état 3, donc pression, donc je vous rappelle 18 bars, la température 60 degrés, donc il en sort état numéro 4. Alors tout d'abord un petit rappel, eh bien, dans les détendeurs, le détendeur, eh bien, il n'y a pas de travail mécanique, d'ailleurs comme dans les autres éléments, à part dans le compresseur où le fluide subit les puissances mécaniques, bien reçoit puissance mécanique. Voilà, donc on demande ici de montrer que la détente est isenthalpique. Très bien, alors on va écrire le bilan enthalpique avec ici pas de puissance mécanique mise en jeu. La détente étant adiabatique, voilà, donc on peut écarter ce terme-là. Du coup, nous avons ce terme est égal à 0. Donc voilà, nous avons bien une détente isenthalpique.
Très bien. Alors, représentons le point 4 sur le diagramme. Et bien, on va partir du point 3. Donc là, je suis sur normalement l'isotherme 60 degrés. Donc à 18 bars, et bien, voilà, la détente étant isenthalpique. Donc on va pouvoir se déplacer sur la verticale, et bien, jusqu'à l'état suivant, l'intersection avec, évidemment, la pression 3 bars. Et bien voilà, le numéro 4. Et bien là, nous avons évidemment un mélange liquide-vapeur. Donc l'état 4, évidemment, le fluide est dans un diagramme liquide. Il est dans un état d'équilibre liquide-vapeur. Alors la température T4, on peut lire facilement que, voilà, je suis sur l'isotherme 0 degré. Voilà, donc la température, c'est 0 degré C, voilà. Le titre massique. Alors, en ce point-là, quel est le titre massique? Vous voyez très bien que vous êtes un peu entre 0,4 et 0,5. Donc, c'est vers 0,45. Ici, c'est un peu moins de 0,5. Donc là, j'ai 45%, donc pourcentage massique de la vapeur. Évidemment, 55% aux masses du liquide. Eh bien, on trace ici, on va tracer le cycle thermodynamique du climatiseur et déduire le coefficient d'efficacité. Donc, on va voir donc une dernière exploitation du diagramme. Très bien. Alors, on va partir de l'état 1, c'est-à-dire à la sortie de l'évaporateur. Eh bien, voilà, donc on a le compresseur. Donc, le fluide dans le compresseur subit une détente isentropique jusqu'à l'état 2, la pression 18 bars. Donc, on va se déplacer sur une isentropique, voilà, détente adiabatique réversible. Après, dans le condenseur, il subit une transformation isobar à la pression 18 bars qui le ramène à la température 60 degrés, donc l'état 3. Après, évidemment, la détente, il est, voilà, isenthalpique jusqu'au point 4. C'est dans le détendeur. Pardon, dans le condenseur. Et bien, maintenant, du 4 à 1, nous avons une nouvelle transformation isobar, donc basse pression, jusqu'au point 1. Et voilà donc le cycle thermodynamique du fluide, évidemment, qui décrit le cycle associé au climatiseur. On peut maintenant déduire, voilà, le coefficient d'efficacité. Alors, je vous rappelle que le coefficient d'efficacité, c'est la partie utile de la transformation sur la partie consommée. Il est évident là que nous avons un climatiseur, donc ce qu'on consomme, c'est Pm, c'est la puissance mécanique. La partie utile, évidemment, l'objectif du climatiseur, c'est de refroidir donc l'intérieur du véhicule. Donc, voilà ce qui m'intéresse, voilà ce qui est pour moi utile, évidemment. Par exemple, si on veut chauffer un système, voilà, donc là, ça peut être évidemment la partie utile. Je pompe à chaleur, par exemple. Très bien. Donc, écrivons l'expression de état. Donc, c'est PE sur PM. Donc, PE, évidemment, dans l'évaporateur, j'ai pas de travail mécanique, donc c'est dm, la variation de l'enthalpie. Dans le compresseur, évidemment, c'est isentropique, c'est adiabatique réversible, donc j'ai pas de puissance thermique, donc c'est PM. Et voilà, donc, c'est le rapport des variations d'isenthalpie avec les valeurs que nous avons tout à l'heure lues sur le diagramme. On déduit le coefficient d'efficacité égal à 3,4. Bon, reste évidemment à vous faire remarquer que le coefficient d'efficacité du cycle Carnot, bon, le cycle idéal, c'est 4,6, bon, plus grand que 3,4, ce qui est normal. Très bien, voilà, donc, à ce niveau-là, donc, c'est plutôt travail. Et voilà, donc, à la prochaine vidéo pour les prochains rappels.